à vous, cher public, bonjour à vous trois, nos Bonjour. chers auteurs. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être avec nous et puis merci pour ces si beaux livres que vous avez écrits. Merci d'insuffler autant de joie dans ce pays morose, dans ces temps moroses. Ma première question pour chacun, c'est comment allez-vous et qu'est-ce que ça fait de se réveiller le matin en se disant « je fais du bien à des millions de gens en écrivant ». Qu'est-ce que ça fait? Comment on se sent? Je me dis pas ça tous les matins. Je sais pas vous. Alors moi, ce matin, je me dis plutôt qu'est-ce que ça fait de se réveiller après s'être couché à 3 heures. Mais le reste du temps, je ne me dis pas ça non plus. Vous vous rendez compte ou pas de l'impact que vous avez sur la vie des gens avec vos livres? Alors moi, quand j'étais médecin, je me réveillais pour voir des gens qui allaient mal. Oui. Maintenant, je me réveille pour voir des gens qui vont comme ils peuvent et dont on essaye d'alléger la vie, puis se réveiller à Brive, c'est génial. On se dit, je vais à la foire et ça va être une belle journée. Pour vous aussi? On s'en rend compte quand les gens viennent nous voir en dédicace. Je crois que c'est vraiment là qu'on prend la mesure de ce que nos romans peuvent provoquer chez les autres. Sans ça, c'est un petit peu abstrait. On ne sait pas vraiment comment ils vont recevoir nos mots. Mais quand ils viennent nous voir et qu'ils nous le disent, les yeux dans les yeux, il y a une vraie émotion et je crois que ça nous booste et que c'est un vrai moteur pour continuer. Bah oui. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, autant Lorraine que Serena que moi, on est quand même souvent à la rencontre des lecteurs parce que c'est justement le seul instant où on peut avoir ce retour direct et c'est extrêmement précieux. Ouais. Oui, parce que sinon, l'écriture est un travail très solitaire. D'ailleurs, comment vous écrivez? Vous écrivez le matin, vous avez un rituel avec de la musique, sans parole, avec parole. Beaucoup de lecteurs se posent cette question. Comment est mon écrivain préféré écrit? Alors moi, j'écris toute la journée. Quand j'étais médecin, je me réveillais très tôt pour oui. aller en voiture avec le gyrophare bleu. Maintenant, je me réveille quand je me réveille. Mais je travaille toute la journée parce que j'aime ça. Ah oui. Voilà. Moi, en fait, ça dépend des phases, parce qu'il y a des phases dans l'écriture, des phases où on construit le roman et des phases où on est en écriture très active. Et moi je ressens vraiment ces phases-là, c'est-à-dire que quand je construis le roman, du coup, c'est un peu libre, quoi, comme organisation d'emploi du temps, etc. Et après, quand je rentre en écriture active du roman, là, ça devient vraiment quasi obsessionnel et effectivement, ça déborde sur le soir, le week-end, la nuit, parce que je sens qu'il faut que j'écrive à ce moment-là et à cet instant-là. Et moi, je suis un peu mauvais élève. J'écris, il me faut un peu de pression, donc il faut que la deadline approche. Et je mûris longtemps le roman sans forcément écrire. Je pense à mes personnages tous les jours, ils font partie de mon quotidien. Et quand je me mets à l'écriture, c'est que c'est mûr, c'est prêt. Et là, c'est un peu aléatoire. Je peux écrire le matin, le soir, rarement la nuit. Je préfère dormir. Mais je peux écrire 1 heure par jour ou 3-4 heures d'affilée. On n'a plus trop la notion du temps quand on est en pleine écriture, en tout cas pour ma part. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de vrai rituel. Mais il faut que je sois dans le silence. En revanche, ça, c'est la seule... oui. J'aimerais écrire en musique, mais je n'y arrive pas. Justement, vous parliez des personnages avec lesquels vous restez chacun un moment avec vos personnages, vous les créez, vous les inventez. C'est pas trop dur de les quitter? Si, c'est dur. C'est très bizarre parce que quand on met le mot fin, il y a une sorte de satisfaction et on se dit voilà, on y est arrivé. Et moi, je ressens un vrai vide après parce que tout ce temps qu'on a passé avec eux, des mois et des mois à penser à eux, à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire, à ce qu'ils pourraient devenir, là, tout à coup, on les a amenés au bout du chemin et donc c'est terminé. Et il y a un moment où... en général, c'est là que j'ai l'idée du prochain. J'ai besoin de me projeter dans autre chose tout de suite pour pas avoir ce vide-là. Mais après, on les donne à nos lecteurs et quand ils viennent nous voir, c'est comme si on avait des nouvelles d'eux. Donc c'est plus facile. Ah, c'est joli. Non, moi, j'ai pas du mal du tout à me séparer. Ah oui. Non. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quand même malgré tout un long processus et on y pense tellement souvent à ces personnages et tellement longtemps, même si nous, on écrit un roman par an, donc on a l'impression que ça va vite, mais en fait, une année à avoir ces personnages comme ça dans la tête, moi, honnêtement, quand j'arrive au bout du processus, en fait, j'ai envie d'en connaître d'autres. D'ailleurs, moi, je ressens jamais le besoin de faire une suite à une histoire, parce qu'en fait, j'ai envie de rencontrer d'autres personnages, de me frotter à d'autres thématiques. Et généralement, alors je suis très content dans la première phase de travail, mais ensuite quand c'est le 3e, 4e retravail, etc., franchement je me dis, en fait j'aimerais bien en connaître d'autres de personnages et ceux-là, ils peuvent vivre leur vie maintenant.
Moi, j'ai l'impression que ce sont des amis de papier différents. C'est-à-dire, comme Serena et Julien, je publie un livre par an. Là, par exemple, je suis un peu schizo parce que ici, je parle au lecteur de mon dernier livre d'avril dernier qui se passe en Laponie. Oui. Donc, je mets ma doudoune et mes grosses bottes fourrées. Mais dans mes corrections, je suis à l'île de Groix au printemps pour le livre qui sort en avril prochain. Donc je passe mon temps à mettre ma doudoune et à l'enlever. Dites-moi, l'amitié est une donnée très très importante dans chacun de vos romans. Elle est importante également dans la vie pour vous, j'imagine? Bof, non, si, je plaisante. Non, parce que c'est vrai qu'à chaque fois dans les romans, il y a un esprit de groupe, d'amitié. Oui. Comment on écrit ces personnages-là tellement humains, tellement bons, tellement gentils qu'on a envie de rencontrer? Moi, j'avais envie d'être amie avec Éléonore, votre personnage principal, elle a l'air super. Nabila est un personnage génial dans votre roman. Vous, alors, tous ce que font Marceau et Emma pour le reste de l'équipe, c'est très beau. Comment on crée ces personnages-là? Est-ce que c'est vous en mieux? Est-ce que sont inspirés par des gens que vous connaissez? Est-ce que Oui, moi j'ai la chance d'avoir des amis formidables et qui font vraiment partie de mes journées. L'amitié est un sentiment tellement fort, enfin, c'est aussi important que l'amour pour moi. Donc c'est vraiment une famille qu'on se construit, qu'on choisit. Et sans elles, je dis elles parce qu'elles sont majoritairement des femmes, ma vie serait tellement triste et chiante, franchement. Donc j'ai envie d'offrir ça à mes personnages aussi, de leur créer de belles amitiés. J'ai envie qu'ils puissent vivre ce que moi j'ai la chance de vivre. Et donc je m'inspire beaucoup évidemment de ce que je connais et puis ouais, je crois que c'est comme un cadeau que je leur fais à mes personnages. Moi, dans Les Extraordinaires, c'est vrai que finalement c'est la première histoire plus d'amitié, on va dire, par rapport à mes autres livres, où ça tourne beaucoup autour des relations familiales, intrafamiliales, intergénérationnelles. Là, il y a vraiment cette histoire de groupe, parce que c'était mon envie depuis le début, en fait. C'est-à-dire que j'avais des références en tête de films, notamment, pour construire ce livre-là, qui étaient par exemple The Full Monty ou Le Grand Bain, donc des bandes de bras cassés qui d'un coup se retrouvent les uns avec les autres, qui à la base ne seront pas du tout amis parce qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer s'ils n'avaient pas eu juste ce point commun. Bon, là en l'occurrence dans mon livre d'être candidat pour devenir astronaute. Et en fait ce que je voulais montrer dans ce livre-là, c'est justement qu'on peut devenir amis et lier des liens très forts assez rapidement finalement avec des gens qu'on connaissait absolument pas. À partir du moment où on s'ouvre et où on commence justement à un peu livrer son intérieur à quelqu'un, même si on ne le connaissait pas à la base. Et moi, j'étais fille unique. Donc, quand j'étais petite, je lisais tout le temps et j'avais l'impression que les personnages sortaient du papier pour être mes amis. Alors maintenant, je suis grande, je me fais mes propres amis. Mais voilà, la vie est un ensemble des bocaux à émotions, des groupes comme ça. Par exemple, on s'est retrouvés là. Ah, j'étais contente de retrouver. Alors, on n'est pas amis du premier cercle, mais on a des liens forts à force de se lire, de se voir. Et c'est pareil, j'ai envie d'emmener les lecteurs dans des groupes. Alors là, en Laponie, je les mets carrément au milieu de la neige. Donc, où l'île de Groix, rien qu'une île, c'est un endroit où les liens sont plus forts, y compris l'amitié. Il y a beaucoup d'émotions dans vos livres. On passe par des larmes de chagrin, parfois, à des larmes de joie. Comment est-ce qu'on fait pour créer ces sensations-là chez le lecteur? Comment vous y parvenez? Comment vous y pensez? Comment vous les écrivez? Comment vous les travaillez? Moi, je ne réfléchis pas trop en écrivant enfin, je ne veux pas forcément faire pleurer. Je veux parfois faire rire, ça j'aime bien. Ah oui, c'est réussi. Mais, ça, je préfère faire rire que pleurer, évidemment. Mais je ne pense pas forcément émouvoir. J'essaie juste d'être le plus sincère possible avec, avec mes propres émotions et d'écrire comme ça. Donc c'est ensuite, là encore en discutant avec les lecteurs, qu'on dit ce passage m'a ému, ou quand on nous envoie des extraits, j'imagine que vous aussi, des phrases qui les ont marquées, etc. C'est là qu'on s'en rend compte, mais sur le coup c'est assez instinctif. Et on ne réalise pas vraiment en l'écrivant ce que ça va avoir comme impact chez les autres.
Moi, simplement, je les vis, ces émotions. C'est-à-dire qu'effectivement, alors je pense que je serais un très mauvais acteur, mais j'imagine que le travail que je fais quand j'écris, c'est un travail un peu d'acteur. C'est-à-dire, je me mets dans la peau de mon personnage, du narrateur, et je me dis, voilà, je suis Anna, j'ai tout ce vécu là, je suis à cet instant-là de sa vie, face à cette situation. Et mon travail d'auteur, j'ai l'impression que c'est d'essayer d'aller puiser là-dedans et de me mettre complètement à sa place et ensuite de raconter le mieux possible ce qui lui passe par la tête et ce qu'elle ressent et ce qu'elle va faire, ce qu'elle va prendre comme décision et ce qu'elle va entreprendre comme action. Mais vraiment, donc, en fait, moi j'ai besoin de les ressentir complètement, ces émotions, pour pouvoir les décrire. Alors toi, tu les ressens, moi je les vois. C'est-à-dire que quand j'écris un livre, j'ai l'impression de voir le film. Je cherche les mots justes et parfaits pour aller dedans, mais je vois et je le raconte. Et je fais les ellipses comme on changerait de scène. Puis j'aime raconter, je mets une situation et il va se passer des choses. D'ailleurs, vos 2 romans à tous les deux, vous changez de narrateur. Est-ce que ça a été difficile dans l'écriture, la phase d'écriture, d'un coup être un homme, une femme, de passer de l'un à l'autre, d'avoir créé un peu de différence dans le style quand vous écrivez? Ça a été facile ou intuitif ou un peu difficile de faire ça? C'est amusant. C'est amusant. Alors moi, c'est mon 25e livre. Oui. Donc j'ai envie de surprendre les lecteurs et puis de me surprendre moi-même. Mais je trouve ça beaucoup plus facile et ludique et un défi. Donc les défis, c'est fun. De parler en effet comme un vieux monsieur. De parler comme une dame de mon âge, légèrement plus âgée que du 20 ans ou du... Et aussi, la chose la plus compliquée pour moi, c'est la musique. Parce qu'il me paraît évident que quelqu'un de 20 ans connaît Reggiani ou Barbara, et non. Non, pour moi, c'est assez... déjà, c'est instinctif. Et par ailleurs, en fait, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai quasiment aucun roman... Maintenant, je n'ai aucun roman où il y a un seul narrateur. Donc, généralement, il y en a au moins 2. Parfois l'intervention d'un 3e, mais sur un temps plus court, sur 1 ou 2 chapitres. Et pourquoi je fais ça? Parce que justement, comme moi je me mets énormément dans l'intériorité des personnages quand je décris leurs émotions, etc. Du coup j'ai besoin d'avoir différents points de vue et donc différentes intériorités pour qu'on comprenne complètement l'histoire. Et j'aime bien cette alternance de points de vue parce qu'on se rend compte aussi que dans la vie, donc en l'occurrence dans les romans, mais dans la vie aussi, on ne perçoit pas forcément un même événement de la même façon. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un personnage qui pense quelque chose et le chapitre d'après, on comprend qu'en fait le personnage d'à côté n'a absolument pas du tout la même vision des choses. Donc moi j'aime bien faire ça. Et par ailleurs, d'un point de vue purement dramaturgique, c'est beaucoup plus simple aussi pour créer de la tension parce que c'est vrai que quand il y a un personnage qui sait quelque chose que l'autre ne sait pas, le lecteur sait tout et par définition ça crée une sorte de suspense et de tension qui est intéressante à manipuler et à jouer avec. En parlant, merci. En parlant de musique, vous avez des playlists pour vos romans. Pourquoi? Comment vous est venue cette idée? La dernière, je l'assume pas toujours. Ah bon, pourquoi? Moi, je la trouve bien. Non, elle est géniale. Mais parce que la musique fait partie intégrante de ma vie. Alors, sauf quand j'écris. Et c'est vrai que si j'ai besoin de ce silence-là pendant l'écriture, c'est pour mieux retrouver la musique après. Et j'aime bien partager ça avec mes lecteurs, les mettre de bonne humeur. Là, je me dis clairement, mon héroïne est femme de ménage. Tout le monde écoute de la musique en faisant le ménage, ça aide un petit peu à ce que ce soit plus simple et plus fun. Et donc je me dis, ça c'est la playlist idéale pour ceux de ma génération et de mon âge, donc 22 ans, et pour faire le ménage dans la bonne humeur. Et donc voilà, c'est un petit plus aussi, c'est comme un petit cadeau supplémentaire à la fin du livre et un lien aussi qu'elles peuvent garder avec les personnages et le livre. D'ailleurs, maintenant, comme on vit en 2023, c'est génial, ils ont qu'à scanner et retrouver la playlist, c'est formidable. Oui, ça va vite. En vous lisant, on a l'impression que tout est possible. Je me suis dit, est-ce que vous pensez que tout est possible à n'importe quel âge? J'ai envie de poser cette question. Parce qu'en vous lisant, c'est ce que je me suis dit à chaque fois. Je me suis dit, mais en fait, tout est possible. On peut trouver l'amour à n'importe quel âge, on peut ouvrir un restaurant à n'importe quel âge, on peut être astronaute à n'importe quel âge. Je crois que tout est possible, tout est possible.
En tout cas, c'est ce que j'essaie de dire à mes enfants. Donc, si je peux le dire aussi à mes lecteurs, c'est bien. On est malheureusement dans une vie qui ne nous permet pas toujours de rêver. Et dès l'école, on brise un petit peu les rêves, je trouve, des enfants. Et là, moi, je suis la preuve. Je viens du fin fond de l'Italie, dans un petit village de 800 personnes. Jamais de la vie, je pensais me retrouver un jour ici, à Brive, de parler de mon 5e roman. Enfin, c'était même pas un rêve, parce que c'était trop grand pour que ce soit possible de rêver à ça. Et finalement, je suis là. Donc, la vie est pleine de surprises. Elle a plus d'imagination que les romanciers. Et donc, bien sûr, je suis persuadée que tout est possible. Alors moi, je pense que tout n'est pas possible pour tout le monde. Non, mais tout n'est pas possible parce qu'évidemment, il y a des contraintes matérielles. Enfin, effectivement, oui. Je pense que quand on est dans un pays extrêmement pauvre, on peut pas. C'est compliqué, en tout cas, de se dire que absolument tout est possible. En revanche, moi, et notamment cette thématique que je développe pas mal dans ce roman-là, je pense que quand on a des rêves et donc des choses qu'on a envie de réaliser un jour, je pense que si on ne tente jamais, je pense qu'à un moment, ça se transforme en regret et ça devient très compliqué à gérer. Et donc moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de passer comme message, notamment dans ce livre-là, c'est de se dire que à tout âge, ou avec n'importe quelle condition physique, etc., à partir du moment où on a un rêve, je pense qu'il faut essayer de le tenter un jour. Voilà. Et après, tout n'est pas possible, malheureusement, mais si on le tente, je pense que si on le tente, la frustration est peut-être un peu moindre. Pas sûr, mais on ne sait pas. C'est vrai. Alors moi, je pense que tout est possible, sauf avoir une Rolls qui vous attend juste devant avec les clés. Mais j'ai changé de vie à 40 ans, puisque j'étais médecin d'urgence. L'année de mes 40 ans, j'ai rédigé par hasard le certificat de décès de Marguerite Duras. Et je suis rentrée à la maison, j'avais déjà publié des livres. J'ai dit, le reste de ma vie, je veux faire que ça. Et tout le monde m'a dit, t'es folle. J'ai dit, bah ouais, mais ça va être bien. Et quand on est invité, souvent les uns et les autres dans les écoles, et il y a toujours à la fin, les jeunes lisent de moins en moins, malheureusement, mais généralement à la fin, il y en a un qui attend que les autres soient partis et qui dit, madame, moi je voudrais écrire, mais je sais pas si je pourrais. Et à chaque fois, je leur dis, mais on t'attend. On t'attend. T'as un ordinateur, ils ont des tablettes, t'as un papier, un crayon, tu écris et faut travailler, ça vient, c'est des heures et des mois mais t'as envie de faire ça? Voilà, on t'attend, tu as ta place. Donc j'ai envie de leur dire d'aller vraiment jusqu'au bout de leurs rêves. Oh, c'est beau. D'ailleurs, également dans vos livres, j'ai remarqué qu'ils sont très ancrés dans la réalité contemporaine. Il y a l'usage des réseaux sociaux, des sites de rencontres. C'était important pour vous d'ancrer vos personnages dans une réalité d'aujourd'hui, contemporaine. Vous vouliez qu'ils évoluent dans notre monde et pas un autre? Moi, j'aime bien, en tant que lectrice, pouvoir facilement m'identifier aux personnages que je rencontre. Et donc, en tant qu'autrice, c'est la même chose. Pour pouvoir vivre les émotions, comme le disait Julien tout à l'heure, pour pouvoir me mettre à leur place, j'ai besoin de parler de choses que je connais. Et donc, je ne me vois pas, par exemple, écrire un roman historique parce que j'aurais du mal à me mettre à la place des personnages, alors que là, c'est facile de se projeter dans la vie d'Éléonore. Et puis, j'ai aussi envie de parler mes héroïnes ne sont pas des super héroïnes, c'est des femmes comme vous et moi, et donc elles ont une vie comme nous, quoi. Donc je trouve que c'est plus facile de se mettre à leur place, et ça n'empêche pas de faire rêver quand même. Donc pour moi c'est plus simple, et surtout c'est ce que j'aime lire et ce que j'aime écrire. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que dans mes histoires, il y a souvent des éléments qui sont assez rocambolesques. En tout cas, les points de départ de mes romans sont souvent des situations qui sont pas du tout du quotidien, et qui sont plutôt le point de bascule d'une vie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. C'est vraiment, moi, je pense que je n'écrirai jamais, enfin jamais, mais des romans type tranche de vie ou quoi. Moi, c'est vraiment, j'essaye de saisir dans un roman l'instant avant, pendant et après le basculement dans la vie d'une personne. Donc quand j'ai des éléments qui sont un peu forts, voire parfois très exceptionnels, comme dans mon roman précédent où c'est une grand-mère qui
qui gagne 1 million d'euros machine à sous, bon, c'est quand même pas un truc très courant. Justement, j'estime qu'il faut que tout le reste soit extrêmement ancré dans le réalisme et la réalité. Et donc, même ensuite dans la condition économique, etc., des personnages que je décris, j'essaye effectivement que les choses soient les plus réalistes possibles, parce que sinon, effectivement, on rentre dans quelque chose qui est du domaine du conte, ce qui peut être très, très bien aussi, hein, mais c'est pas ce que j'ai envie d'écrire. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait quand même une dose de réalité et de réalisme qui soit forte. Et alors, d'abord, c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que je connais, et sur tous mes romans, il y en a 2 qui sont historiques. Un qui est un dialogue avec mon père à travers le temps, donc ça commence le 17 juin 40. Et un autre qui est l'histoire de mon ancêtre Eugène Mercier, qui a qui a créé le champagne Mercier. Et donc ça, c'est 19e siècle. C'est beaucoup plus de travail. Puis on ne peut pas décrocher son téléphone. Alors déjà, moi je dis encore décrocher le téléphone. On ne décroche plus le téléphone, on prend le téléphone. Mais s'il faut... Là, déjà, j'essaye de ne pas passer sur un passage clouté, qui est un passage protégé. Mais alors, s'il faut que je me demande s'il y avait des calèches ou des fiacres, ou bien combien de temps on mettait pour faire Paris-Londres en 1940, ah non, c'est plus facile maintenant. Et on passe nos journées sur les réseaux, donc, c'est une continuité de la vie. Est-ce que vous pouvez chacun nous dire comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman-là avec ces personnages-là? Quelles ont été vos influences? Qu'est-ce qui a fait que cette idée a germé en vous et que vous ayez décidé d'en faire un roman? Pour Éléonore, moi je suis petite fille de femme de ménage. D'accord. Donc j'ai grandi avec des femmes qui allaient faire le ménage chez les autres. Et j'adorais les accompagner, notamment ma grand-mère, quand j'étais toute petite, pour observer les intérieurs des gens. C'était génial pour une petite fille de découvrir ce qui se cache derrière les portes de chacun, puisque c'est vraiment entrer dans leur intimité. Et ça en dit long, la décoration, les vêtements qui traînent, tout ça, ça en dit long sur... Et comme j'avais le droit de toucher à rien, j'observais. Et je me suis servi de tout ça. Alors c'est vraiment déjà un hommage pour ces 2 femmes et pour ce métier. Et puis ça tous mes souvenirs m'ont aidé à construire chaque famille dans laquelle Éléonore intervient. Et puis j'avais aussi envie de parler des femmes qui galèrent avec des métiers pas forcément qu'elles ont choisis, avec des femmes célibataires, avec des enfants, où il est difficile de boucler les fins de mois. J'avais envie de parler de tout ça, et donc je me suis servi de mes souvenirs, des femmes aussi que j'ai rencontrées, avec qui je parle sur les réseaux, etc., pour construire le personnage d'Éléonore et en faire une histoire que j'espère jolie. Oui, elle est très jolie. Moi, le point de départ, c'était un article de presse sur lequel je suis tombé début 2021 qui évoquait qu'il y aurait une nouvelle session de recrutement d'astronautes là, qui allait commencer en mai 2021 et qui s'achèverait fin 2022. Et en fait, alors moi j'ai toujours bien aimé le domaine de l'espace sans être fan. J'ai toujours aimé les histoires d'espace, c'est-à-dire que les films comme Gravity, Interstellar, des choses comme ça, où généralement ça se passe pas toujours bien. Non. C'est des choses qui me passionnent pour l'aventure humaine, pour l'espace confiné, le fait de se retrouver avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis et de devoir vivre avec eux dans un milieu clos. Je trouve ça, c'est des histoires fascinantes. Malgré tout, j'avais pas prévu d'écrire un roman sur l'espace, mais ce qui a attiré mon attention dans cet article, c'est que l'Agence spatiale européenne avait décidé de faire bouger 2 critères fondamentaux de recrutement par rapport à la session précédente qui avait eu lieu en 2008 et qui avait abouti au recrutement de Thomas Pesquet. Ils avaient décidé donc d'augmenter l'âge limite pour candidater et d'ouvrir pour la première fois un concours de parastronautes, donc sur le modèle des champions paralympiques. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui globalement s'étaient dit que c'était pas pour eux une carrière d'astronaute. En tout cas, évidemment, c'est extrêmement compliqué de toute façon d'être recruté. Mais même quand on avait passé 40 ans en 2008, on savait qu'on pouvait pas candidater. Là, ils ont repoussé la limite à 50 ans. Et donc c'est ça qui m'a intéressé, de me dire qu'est-ce que ça fait justement quand on pense que son rêve d'enfant est complètement terminé et inaccessible et impossible, quand la porte se réouvre.
qu'est-ce que ça donne? Et donc c'est comme ça que sont nés mes deux personnages principaux, qui sont donc Anna, qui est une femme de 48 ans, une Française de 48 ans, et Diego, qui est un Espagnol de 35 ans, amputé d'une jambe. Et donc ces deux personnages, effectivement, vont voir la porte de ce rêve d'espace réouverte, et c'est ça qui m'a intéressé de raconter leur parcours. Et moi, je suis allée en vacances en Laponie il y a 2 ans, donc pour l'anniversaire d'une amie. Donc on était le groupe d'amis proches dans un petit chalet comme ça au milieu de la montagne avec une cuisinière. C'est génial. On rentre et il y a quelqu'un qui vous a fait à manger. On n'a pas fait les courses, on n'a rien fait. Et je ne voulais pas du tout mettre ça dans un livre. Et puis à un moment, on a fait une balade avec des chiens de traîneau. Et j'ai du mal penser à autre chose. Et j'ai été éjectée. Et le traîneau a continué à avancer avec une amie devant qui prenait des photos en regardant pas que j'étais plus là. Et le soir, on s'est dit, ça aurait pu mal finir. Ça aurait pu mal finir. Mais on fait ce qu'on veut dans les livres. Et à partir de là, j'avais mon carnet, mon crayon. Et tous les jours, je notais les plats qu'on mangeait, les choses qu'on faisait. Et je me disais, et si là, il se passait ça et ça? Et voilà, ce livre est né de ma chute, la tête dans la neige. On pourrait presque créer un livre de recettes de cuisine, parce que votre livre, il donne très envie de manger, et des spécialités locales. Vous les avez toutes goûtées alors? Alors, j'ai tout goûté. D'habitude, à la fin de tous mes autres livres, il y a une recette de cuisine, généralement en Bretagne. Et cette année, Grégoire Delacour m'a dit, mais t'écris pas des livres de cuisine? Non, alors n'en mets pas. Et j'ai plein de lectrices qui m'ont dit, bah, elle est où la recette? Oui, bah oui. Donc elle sera sur l'adaptation poche. Mais dans mon prochain livre, là, en avril, il y aura de nouveau une recette de cuisine. Quand même, oui, qu'on garde ça. Est-ce que, sans trop en dévoiler sous vos livres si vous ne les avez pas encore lus, est-ce que vous, Julien Sandrel, vous avez fait l'expérience de l'apesanteur? J'aurais bien aimé. Non, t'as pas fait ça? J'ai vu sur les réseaux, t'étais... Alors non, mais pas la pesanteur, non. Ah oui, là, récemment, mais donc pas. Enfin, le livre est écrit depuis 2 ans, mais récemment j'ai fait une expérience de chute libre, voilà, mais qui n'est pas c'est pas la pesanteur. Mais ouais, j'ai trouvé ça très sympa. Mais non, je n'ai pas fait l'expérience de la pesanteur, mais j'aurais bien aimé, mais ça coûte très cher quand même d'y aller les vols 0G. C'est, je crois, 5 000 € le vol, quelque chose comme ça. Mais apparemment, c'est quand même une expérience assez dingue, assez fascinante. Et ça, pour le coup, j'aimerais bien le faire. Et vous peut-être un jour. Oui, c'est ça. Vous avez lu donc des témoignages pour pouvoir écrire cette scène qui est très poignante d'ailleurs? Alors en fait, pour ce roman, j'ai rencontré un certain nombre de candidats notamment, parce qu'en fait, le processus de recrutement étant en cours entre 2021 et 2022, moi j'ai écrit le roman pendant cette période-là, et donc en fait je me suis dit assez vite que cette histoire que j'imaginais de personnes candidates pour un concours, il y avait quand même 20 000 candidats, je me suis dit c'est pas possible que ça n'existe pas des gens qui se rencontrent ou qui discutent de leur expérience pour s'entraider, s'entraîner, j'en sais rien. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé un groupe sur la messagerie Discord où il y avait quasiment 1 millier de candidats qui s'étaient regroupés et qui échangeaient, qui discutaient, etc. Et donc j'ai contacté le responsable de ce groupe et je lui ai expliqué ce que je voulais faire et qui j'étais, et il m'a ouvert la messagerie, et donc j'ai posté un message en demandant des témoignages et des personnes qui auraient bien voulu partager leur expérience. J'ai eu beaucoup de retours, et donc j'ai rencontré une trentaine de candidats avec qui j'ai passé à peu près 1 heure en visio ou directement, dont certains qui sont allés très loin dans le parcours, puisqu'il y a 2 personnes que j'ai rencontrées qui étaient dans les 50 derniers, donc sur 20 000 quand même. Donc voilà, ils n'ont pas été pris malheureusement au final, mais donc je me suis nourri de ça. Je me suis nourri aussi de la rencontre d'un astronaute qui s'appelle Jean-François Clairvoy, qui est parti 3 fois dans l'espace dans les années 90 et qui a bien voulu, je pense que j'ai réussi à lui voler 4-5 heures de son temps pour qu'il me raconte son expérience, et tout ça a nourri notamment la psychologie des personnages, parce qu'ensuite aucun de mes personnages n'est une personne que j'ai rencontrée, mais j'avais besoin vraiment notamment de discuter avec eux de comment ce rêve
étaient nés, comment est-ce qu'ils s'étaient accrochés alors qu'ils étaient adultes, parfois qu'ils avaient plus de 40 ans, et pourquoi est-ce qu'ils se lançaient là-dedans, est-ce qu'ils assumaient, toute la partie psychologique de se lancer dans un truc aussi improbable m'intéressait beaucoup et m'a beaucoup aidé. Et c'était tous des Français ou non? Non, c'était ouais, il y avait beaucoup de Français quand même qui m'ont répondu, et puis il y avait beaucoup de Français candidats, parce qu'en fait, Thomas Pesquet étant tellement populaire, en fait, les candidatures françaises ont été totalement boostées entre 2008 et 2020. Je crois que c'est passé de genre 3000 candidats français à quasiment 9 ou 10 000 cette année. Ah oui, quand même. Quasiment la moitié, c'était des Français, parce que je pense que Thomas Pesquet est extrêmement populaire. Et donc vous avez voulu écrire pour un peu rendre hommage à votre mère et à votre grand-mère. Est-ce que vous êtes donc directement inspiré d'elle pour le personnage d'Éléonore? Non, pour le coup pas vraiment. Les personnages sont... Enfin, mes héroïnes en tout cas, elles arrivent dans ma tête avec déjà leur histoire, leur bagage, elles ont leur propre personnalité, elles ne ressemblent pas... forcément à quelqu'un que j'ai pu connaître ou que je connais. Souvent, je lui prête quelques-uns de mes défauts pour m'en défaire un peu, ou de mes angoisses. Mais sinon, non, elles sont pas directement inspirées de ma mère, ma grand-mère ou d'une autre femme. En fait, je ne les crée pas, ces personnages, ils existent déjà. Juste un jour, ils se pointent chez moi et c'est comme s'ils me disaient, j'ai une histoire à raconter, est-ce que tu veux bien le faire? Et donc je ne fais que... je suis qu'un outil presque pour arriver jusqu'au lecteur. Mais lorsqu'elles arrivent, voilà, dans mon esprit, elles ont déjà leur histoire, leur personnalité. C'est très clair dès le départ. Donc c'est juste une personne supplémentaire dans ma vie, c'est des amis imaginaires qui arrivent et qu'ensuite je fais exister au travers des livres. Ce qu'il y a aussi de beau dans votre roman, c'est que Éléonore guérit d'un chagrin d'amour, elle tente de se remettre d'un chagrin d'amour un peu particulier puisqu'elle est c'était une liaison avec un homme marié. On pourrait croire comme ça qu'on la juge, mais en fait pas du tout. On ne juge pas du tout le fait qu'elle ait été une maîtresse. C'était important qu'il n'y ait pas cette volonté de jugement, de mauvais regard, de bien, de mal. Oui, je voulais aborder ce sujet parce que souvent, là, Éléonore, clairement, elle n'a rien à se reprocher parce qu'elle n'est pas mariée. Oui. Mais souvent, dans ce genre de situation, on parle des femmes qui viennent briser un couple, qui sont les tentatrices. Or, là, Éléonore, elle est célibataire, elle tombe amoureuse d'un homme. Bon, il s'avère que cet homme est marié, elle le sait, effectivement, il ne lui cache pas. Mais s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est plutôt lui. Et donc, voilà, c'est une situation qui peut arriver. Tomber amoureux, ça ne se contrôle pas. Donc, oui, je crois qu'on ne peut pas la juger. On peut un peu juger Marc si on en a envie. Mais là encore, lui aussi est tombé amoureux. C'est pas dans une démarche... Enfin, voilà, c'est pas calculé. Il ne lui cache pas la situation. Il est très clair avec elle. Donc, avec lui aussi, on arrive presque à dire, voilà, bon, voilà, ça lui est tombé dessus. Il n'a pas... On a de la peine pour eux. Oui, un peu. Mais c'est des situations, voilà, là encore, de la vie. Et oui, j'avais envie de rappeler que dans ces situations-là, c'est pas forcément... voilà, on jette souvent la faute sur les femmes, et comme pour tout un tas d'autres choses. Et là, je voulais qu'on puisse juste comprendre Éléonore et sa situation. Est-ce que vous dites que ce roman, il est féministe ? Moi, je le suis profondément, donc je crois que forcément... souvent, on me dit, tu n'as que des personnages féminins, quand est-ce que tu auras un personnage principal masculin? Mais je crois qu'on pose très rarement cette question aux auteurs, aux hommes, qui écrivent que sur les hommes. On ne va pas leur dire quand est-ce que tu auras un personnage féminin. Moi, j'ai envie de mettre des héroïnes dans mes livres parce que les femmes ont beaucoup de choses à dire, parce que j'ai plein de choses qui me révoltent et j'ai mes livres pour faire ma part. Et donc, oui, je crois que c'est un roman, en tout cas, qui parle de femmes, donc forcément féministe, j'espère. Oui. Ah oui, moi, en le lisant, je me suis dit, mais c'est un roman féministe, en fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu un gros mot. C'est vrai, c'est dommage. Donc ça peut faire peur. En fait, moi,
ce que je trouve c'est dommage, triste, c'est de ne pas l'être féministe. Oui, en c'est fait. vrai. C'est là où ça devrait poser problème. Mais même le vote de roman Julien Sandrel est féministe en un sens. Oui, oui. Enfin, moi, je suis aussi profondément féministe. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être une femme pour être féministe. Oui, non, bien sûr que non. Ouais. Après, évidemment, enfin voilà, les hommes qui parlent à la place des femmes, par contre, là, c'est pas du féminisme, effectivement. Mais moi, j'aime bien mettre en scène dans mes romans des femmes fortes. Et là, dans ce roman-là, notamment, j'avais envie de parler de la place des femmes dans les sciences. Il se trouve que ma femme est une femme scientifique. Elle dirige un labo de recherche de l'INSERM, recherche publique. Et donc, effectivement, je suis complètement dans cet univers-là le plafond de verre, la place des femmes dans les milieux scientifiques. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur ce milieu-là des astronautes, en fait, je me suis rendu compte que, enfin, je savais déjà, mais j'ai mis des chiffres et des faits sur le fait que les femmes avaient été complètement bloquées et effacées de l'histoire de l'histoire astronautique. Notamment, je suis tombé sur cette histoire assez folle. Enfin, finalement, c'est assez logique quand on y réfléchit. Mais les femmes, en réalité, ont été évaluées en comparaison aux hommes dans les années 60, dans les années 50, avant de décider au niveau des États-Unis qui envoyait dans l'espace en premier. Et en fait, tous les tests ont montré que les femmes feraient de meilleurs astronautes. C'est-à-dire que dans tous les tests, les femmes étaient meilleures. C'est-à-dire que, évidemment, dans les tests psychologiques, etc., de vie en communauté, ça se passait mieux dans des communautés féminines que dans des communautés masculines. Mais même dans des tests physiques, par exemple d'enfermement, ils les avaient enfermés pendant le plus longtemps possible dans une capsule, dans l'eau, etc., sans lumière. La meilleure des femmes avait tenu 14 heures, je crois. Le meilleur homme avait tenu 8 heures. Donc tous les voyants disaient c'est les femmes qu'il faut envoyer dans l'espace. Et en réalité, le président des États-Unis de l'époque a dit en fait non, parce qu'on n'a pas du tout besoin d'héroïnes, on a besoin de héros. Et la place des femmes, c'est plutôt au foyer. Et donc en fait, ils ont bloqué ce programme qui s'appelait Mercury 13. Et ils ont décidé, pour le bloquer, simplement sans le dire ouvertement, ils ont dit en fait, pour être astronaute, il faut absolument être pilote de chasse. Et le concours de pilote de chasse n'était ouvert qu'aux hommes. Et donc j'avais envie de raconter aussi en filigrane cette histoire-là et de montrer cette fois-ci des candidates qui alors réussissent ou ne réussissent pas, ça on verra, mais en tout cas qui s'en donnent les moyens et dont on voit qu'elles en sont capables aussi. Ah oui, complètement. Lorraine, j'ai une question pour vous. Il y a beaucoup de secrets dans votre livre, beaucoup de mystères. Comment vous avez fait pour ne pas vous emmêler les pinceaux en écrivant ? Parce qu'à un moment, le lecteur est complètement votre complice dans cette histoire. Et lui aussi, il a envie de savoir, on se fait presque détective en vous lisant. Comment vous avez fait pour gérer tous ces secrets différents, tous ces mystères ? Mais ce que j'adore quand je lis les livres des autres, c'est essayer de voir les petits indices et en effet tirer les fils de chaque personnage et me dire est-ce qu'il va faire ça, est-ce que j'aimerais que ça soit ça, et généralement c'est pas ça et je suis ravie. Et pareil, quand je commence à écrire un livre, je vois les fils, je vois toutes les possibilités et j'essaye de les entremêler sans me mélanger les pinceaux. Et puis pour répondre à la question que vous avez posée aux autres, du coup je réfléchissais en même temps. J'écris le plus possible sur une petite île bretonne qui s'appelle Groix. Et dans cette île, qui était l'île des Tonniers, l'île aux 100 tonniers, jusqu'à l'avènement du tourisme, jusqu'aux années, on va dire 70, cette île était tenue par des femmes, c'est-à-dire que les hommes partaient en campagne de pêche les 2 tiers de l'année. Et qui s'occupait des enfants, évidemment, mais des labours, de la maison, de tout. Il y avait les hommes, les enfants et le curé. Voilà, il n'y avait pas d'autres. Les hommes, pardon. Les femmes, les enfants et le curé. Les hommes étaient tous en mer. Donc c'est une île de femmes où les hommes arrivaient après les campagnes de pêche. On leur donnait leur paye. Ils donnaient leur paye à la femme tout de suite qui avait dépensé l'argent pour nourrir la famille. Ils gardaient un peu pour aller boire ce qui restait dans les cafés. Et quand j'étais médecin, pareil, j'arrivais avec la voiture du SAMU. Moi, j'étais le médecin, il y avait généralement un chauffeur. Et quand on arrivait chez les patients, ils se tournaient vers le chauffeur en disant « Bonjour, docteur ». Et moi, j'étais l'infirmière. Et alors, j'adore vivre... en tout cas, en France, en Europe,
quand on arrive, on peut être la femme qui travaille. On a beaucoup de chance. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, il y a encore mais beaucoup. Voilà, j'aime bien être le médecin et j'aime bien être l'écrivain. J'ai une question pour tous les trois. Effectivement, l'écriture, c'est un travail assez solitaire. On est seul quand on écrit. Donc, je me demandais, votre rapport au lecteur, il est fort et on sent que vous êtes très aimé. Vous étiez très attendu ce matin. C'est important d'avoir des retours de lecteurs, de les rencontrer, de les voir, vous les écoutez. Est-ce que ça vous donne même des idées pour des prochains romans? Quel est votre rapport au lecteur? Mais clairement, sans le lecteur, il n'y a pas de, oui. livre, pas de sens. Si au départ, c'est pour ma part une envie très égoïste d'écrire, c'est parce que j'en ressens le besoin et que pour le coup, je pense qu'à moi. Une fois qu'on met le mot fin, je ne pense qu'aux lecteurs, à comment ils vont le recevoir, à ce qu'ils vont penser de mes personnages. J'ai peur de les décevoir, j'ai hâte d'avoir les premiers retours. En fait, après, effectivement, cette solitude et cet égoïsme de l'écrivain, vient le lecteur et il prend toute la place. Et sans eux, pas d'histoire, pas de nouveaux livres, Donc ces rencontres-là, oui, sont essentielles. À chaque fois que je rentre après un salon, je me dis, c'est pour ça que j'écris. C'est pour recevoir ces émotions-là, pour cet amour, ces mots. Et on ne se rend pas compte que parfois un roman, c'est vraiment une rencontre. À quel point, s'il arrive au bon moment dans la vie d'un lecteur, oui. il peut faire basculer une vie, il peut faire prendre des décisions très importantes. Quand ça se passe avec un de mes livres, je me dis, c'est fou. Ce qu'on peut créer assis sur son canapé devant son ordinateur, quelles répercussions ça peut avoir ensuite dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est de la magie. Ouais. Donc oui, cette relation est importante. Et heureusement qu'il y a les salons, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour ça, qui nous permettent vraiment d'échanger au quotidien et de ne pas avoir besoin d'attendre de les rencontrer en vrai. Mais c'est vrai que ces rencontres-là sont puissantes et nous nourrissent profondément. Ah, c'est beau. Moi, j'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires et raconter des histoires. Et donc, quand je me suis mis à l'écriture, c'était ça que j'avais envie de faire, raconter des histoires. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas envie de raconter la mienne, j'ai envie d'en inventer, puis de raconter des histoires qui parlent aux gens. Et c'est vrai que quand on a écrit une histoire, on aime bien quand même savoir comment cette histoire est reçue. Et donc toutes les rencontres qu'on fait en salon, en librairie, etc., ça nous permet effectivement de voir comment cette histoire est reçue. Et puis moi je trouve ça assez bouleversant en fait. C'est vrai qu'on a, alors vous le disiez, c'est vrai qu'on écrit des romans aussi où on ressent des émotions quand même. Oui. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve, pour ma part, régulièrement en face de personnes qui ont ressenti des émotions très fortes, pour qui ça a été soit un déclencheur d'une décision, ou alors parce que ça leur a évoqué des situations personnellement vécues, et donc qui se mettent à pleurer, etc. Donc c'est parfois honnêtement difficile d'accueillir dans un contexte comme celui-là où il y a du bruit, où on n'est pas dans un cabinet de psychanalyste, d'accueillir l'émotion des gens. Mais en fait, je pense que c'est extrêmement important parce que ça nous nourrit aussi. Et en tout cas, c'est vrai que moi, quand je repars de salon, un peu comme toi, je me dis, mais en fait, c'est vrai que c'est quand même fou et c'est formidable et ça met du réel et du concret sur quelque chose qui est abstrait. Quand on nous dit il y a tant de lecteurs, etc., ça ne veut rien dire. Par contre, ce lecteur-là que j'ai en face de moi et qui me dit ce que la lecture de cette histoire lui a fait, c'est extrêmement précieux. Et moi, pareil, ça me booste, ça me stimule. Là, je suis en pleine correction du prochain livre, mais je vais rentrer ce soir fatiguée et joyeuse parce que écrire, moi j'écris pour les gens, j'écris pas pour moi, je la connais l'histoire, pas complètement, mais voilà, c'est un partage. Et en effet, chaque personne, alors 25 livres, ça fait 25 ans que je tourne, mais hier j'ai vu une dame qui m'a dit je lisais plus du tout. J'ai recommencé à lire avec votre livre. Et ça m'a ouvert des portes. J'étais heureuse. Alors, après le Covid, j'embrasse plus les gens. mais j'avais envie de la serrer dans mes bras. C'est ça qu'on veut. On leur met un tapis volant sous les pieds. Et puis, avec ce tapis volant, les lecteurs vont où ils veulent en s'accrochant à la rambarde de nos pages. C'est ça. C'est magnifique. C'est très joliment dit. Merci à tous les trois pour votre présence et pour vos beaux livres. Merci. Merci vraiment beaucoup. Et merci à tous.